Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro des mots et débats. Nous sommes ensemble durant 26 minutes. L'auteur que je reçois est déjà venue dans notre émission des mots et débats. Elle est l'auteur de plusieurs romans, dont Fait danser la poussière, et elle qui a été adaptée à la télévision avec un grand succès. C'est une ex-danseuse du groupe américain Alvin Ailey. Marido, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, oui, ça se voit. il fait beau toujours... aujourd'hui. Oui, voilà, exceptionnellement, enfin, oui. Enfin. Les beaux jours arrivent. Alors, depuis notre entretien, vous étiez venu pour Volcanique. Volcanique avec Leonora Miano, Emily Boone, et voilà. C'est cela. Notre nouvelle. Exactement. Et là, aujourd'hui, c'est Les Dunes Sauvages. C'est votre dernier roman qui est paru, votre quatrième roman, paru au mois de mars. Et bien, nous allons le découvrir tout de suite. Ouvrons ce chapitre au fil des pages. Marido, Les Dunes Sauvages, aux éditions Plomb. Tout d'abord, avant de découvrir justement la trame de votre histoire, c'est ce choix esthétique, ce choix du matériau. Pourquoi avoir pris cette matière un peu qui ressemble peut-être au grain de sable ou, Je ne suis pas du tout responsable du choix, mais j'en suis très contente. Oui. Je trouve que finalement, le toucher d'un livre, c'est important. Ça, c'est absolument avec la Maison Plomb et mon éditrice Lisa Liotto. Bon, voilà, c'est un choix esthétique que j'aime beaucoup. À la fois la sensualité du livre, puis j'aime la couverture, vraiment, je suis ravie du packaging, en tout cas. C'est vrai qu'il est bien réussi. Alors, Les Dunes Sauvages, on se retrouve en France, plutôt sur une île. On va découvrir justement quelle est sa particularité. Alors, l'auteur principal, le fil rouge du livre, c'est Sébastien Winerbest, qui n'en peut plus, il est divorcé, quadragénaire, et depuis son divorce avec Tess, rien ne va plus. Donc il boit beaucoup pour oublier justement. Oui, c'est un quadragénaire, on va dire, qui a été très vite. C'est un réalisateur de pub qui est dans un moment d'arrêt un petit peu. Voilà, sa femme est partie. Tout ce qu'il avait donc mis en place des 15 ans avant est en train de s'écrouler. Il a laissé un petit peu sa vie passer et il ne sait plus très bien où il en est. Donc on tient avec des béquilles et ces béquilles-là ne marchent plus non plus. Donc il va voir un ami à lui, médecin, qui lui dit voilà, il faut absolument que tu partes en vacances. Il faut que tu partes, il faut que tu coupes avec tout ça, avec tes addictions, avec tes obsessions, puisque c'est un homme avant tout, c'est un homme en souffrance, c'est un homme quitté, sa femme l'a quitté avec son fils, et c'est un homme sur un tas de cendres. Et quelque part un peu cassé, un peu détruit. Et finalement, il va prendre la voiture, comme ça, sur un coup de tête, au lendemain d'une beuverie homérique. Et il va vouloir retrouver le lieu où sa femme allait en vacances, c'est-à-dire qu'en plus, il était tellement obsédé par ses tournages et par son travail et par sa réussite personnelle qu'il n'avait jamais de temps pour elle et son enfant, et il avait de l'argent, donc il lui a offert ce bungalow comme ça, il n'est même jamais venu. Et en fait, en allant dans ce lieu, c'est une manière aussi de retrouver ce qu'il a perdu. Et il va avoir une surprise de taille en arrivant. En effet, parce que quand il arrive, dès l'accueil, qu'est-ce qu'il voit? Une hôtesse allemande, mais nue. Alors, oui, nue, totalement nue. Alors, c'est vrai que j'imagine, pour un réalisateur de publicité, l'esthétisme doit compter. Mais là, c'est vrai que là, tout d'un coup, il y a ce côté, le corps nu, dans un camp de naturistes ou de nudistes. Lui ne sait pas, il a l'impression, il découvre, en fait, c'est un choc après des heures de route. Et non seulement... il est choqué par ce qu'il voit, mais choqué parce que c'est pas ce qu'il attend. En fait, vous venez dans un bureau d'accueil pour remplir. Et ce choc du naturiste, c'est aussi ce que sa femme lui a pas dit. Et en fait, en arrivant dans ce camp où il va y avoir des gens nus, alors avec tout ce que ça comporte, il est plein de clichés, plein d'a priori par rapport au corps. Au début, il se planque dans le bungalow qu'il a jamais habité. Il pensait, c'est quelqu'un qui était assez aisé. Il découvre une espèce de cabanon en bois sans électricité, avec des gens autour qui vivent d'une façon très simple, très rudimentaire. Il est complètement largué et apeuré par le corps nu. Donc bien sûr, il y a une grande partie de ce premier chapitre où on a affaire à quelqu'un qui se retrouve face à la nudité. C'est un choc frontal. Et la nudité, c'est quoi? C'est tout ce que ça nous provoque. Tout un chacun, on a tous une histoire par rapport à son corps, par rapport au corps des autres, la manière dont on vit la nudité. Lui, Sébastien, le vit avec beaucoup d'agressivité. Il se retrouve au centre commercial avec des gens qui sont à poil dans une librairie. C'est tout à fait normal. Voilà, et tout semble... Il est dans un monde où tout ce qu'il est
est en dehors de ce monde. Donc, moi, ce que je voulais, bon, Sébastien rentre dans ce camp, mais c'est surtout que la vie le met face à une situation extrême pour qu'il perde tous ses repères. Et quand vous êtes nu, vous n'avez pas de vêtements qui vous signent, qui vous placent dans un ordre social, qui vous placent... Vous êtes vous-même avec vos imperfections, vos fragilités. Il y a des gros, il y a des maigres, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a des gens estropiés. Il y a l'humain. Et quelque part, cet habit de naissance, tellement compliqué à réendosser quand on s'est caché à travers des tas, c'est pas une... il va découvrir aussi avec ce naturisme des rapports entre les gens beaucoup plus simples, humains. Quand vous êtes nu, physiquement, on est soi-même. On est obligé d'être soi face à l'autre dans toute sa nudité, mais intégrale et globale. Alors justement, quand vous dites, vous découvrez, il va découvrir d'autres nudistes. Alors, vous expliquez la différence, enfin, surtout Jean-Jacques, son voisin, qui dit non, 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 attention, il y a des nudistes et des naturistes. Oui, c'est-à-dire que son voisin, qui est en fait un ami de sa femme, qu'il ne connaît absolument pas, est un monsieur de 77 ans ou 70 ans, entre 67 et 70 ans, qui lui, non seulement est un naturiste, vit nu, mais a aussi une philosophie. Il lui explique bien qu'entre nudisme et naturisme, il y a une énorme différence, c'est que le nudiste se déshabille pour lui-même et dans quelque chose de très individualiste. Or, le naturisme, c'est aussi une reconnexion avec soi et les éléments. C'est-à-dire, lui explique, Jean-Jacques, être naturiste, c'est un idéal de vie. C'est-à-dire, c'est aussi bien de vivre en harmonie avec les éléments et l'univers, vivre avec des choses simples, ne pas se chauffer à autre chose qu'avec l'énergie solaire. Et donc, ces deux mondes qui s'affrontent et qui, petit à petit, vont... Il n'a pas le choix, hein. Bill est là, il ne peut pas rester planqué dans son mégalo pendant 2 mois. Il a coupé avec tout. Il se retrouve face à lui-même, avec des êtres qui sont là, plutôt ouverts à lui. C'est lui, au départ, qui repousse tout le monde, puisque pour lui, c'est lui qui est agressé dans tout ça. Mais ce qui est assez étonnant, j'ai oublié de préciser qu'entre Tess et Sébastien Wiener-Best, donc ils avaient vécu quand même 18 ans ensemble. Voilà. Et donc pendant ces 18 ans, il n'est jamais venu. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les gens le connaissent, mais lui ne connaît rien. Voilà, parce que Tess a l'habitude de passer l'été, elle a construit son monde. C'est un monde en fait qui échappait à Seb, mais pour la bonne raison que Seb n'était pas connecté avec sa femme, pas plus qu'il ne l'est avec lui-même et pas plus qu'avec son fils. Et tous ces gens qu'il rencontre, ce sont des gens qui connaissent sa femme et de façon intime, qui connaissent sa solitude, qui connaissent... Et ils ont tous entendu parler de Seb. Seb, en fait, arrive dans un lieu où tout le monde le connaît à travers sa femme. Donc sa femme est toujours en filigrane derrière toute cette aventure estivale dans le camp. Tess est là, en retrouvant sa chambre, où il va dormir dans son lit, et il va voir dans son armoire un pull turquoise zippé masculin, avec d'une taille XXL qui ne peut pas être celle d'un homme, d'une femme. Et là, il va se dire, à qui est ce pull? Finalement, il découvre au camp Robinson une nouvelle Tess, la vraie Tess, sa femme, qu'il n'a jamais réellement connue. Oui. Et là aussi, c'est assez triste. Je crois qu'il y a un moment où il se sent très seul. C'est quand il rentre dans la chambre de son fils, Alex, et là, il découvre que son fils fait du surf. Oui, parce qu'il a un fils qui a 15-16 ans. Pareil, c'était quelqu'un toujours parti en tournage avec ce monde trépidant de la pub et où on oublie toute vie pour être dans une focalisation du business, quoi, du travail. Et cet enfant, il n'a pas vu grandir. Il rentre dans sa chambre. Alors, il voit que c'est sa chambre parce qu'il y a des Tintins, ça c'est relié à son enfance. Et puis, il voit une planche de surf. Et il ne savait pas que son fils faisait du surf. Donc, c'est un homme à qui tout a échappé, sans qu'il s'en soit rendu compte. Et en fait, tous les événements de sa vie lui sautent au visage à ce moment-là, dans ce lieu tellement particulier, où tout le monde, où les corps bougent autour de lui. Voilà, il est dans ce marasme existentiel de départ, pas évident. Alors, il y a un autre couple aussi que nous découvrons, c'est Esther et Gilou. Alors, là encore, c'est un couple en déliquescence, un couple qui va très mal. Et c'est vrai que Esther va plutôt essayer d'éloigner l'amour possessif comme ça de son mari Gilou. Elle va essayer de tout fuir et même de le provoquer en allant chercher la jeunesse dans ses bras.
Oui, puisque je voulais aussi montrer dans ces personnages auxquels je me suis vraiment attachée à Esther et Gilou, parce que ça représente, en fait, tous ces naturistes ont une philosophie de vie, se nourrissent bien, font attention à leur corps, mais ils n'en sont pas moins humains. Et chacun est dans aussi sa problématique, et très vite, il va se rendre compte que tous ces êtres qui sont autour de lui sont aussi en souffrance. Ils ont aussi, Gilou, par exemple, adore Esther, il est en dévotion par rapport à sa femme, et il est dans une telle peur constante de la perdre et qu'elle n'aime pas assez qu'il étouffe. Esther, elle, a un autre rapport. Donc chaque personnage, elle, plus son mari l'étouffe, plus elle a besoin de fuir. Elle est à un âge fragile d'une femme dans la quarantaine où elle va avoir envie de respirer du côté de la jeunesse. Et les enfants qui sont autour, Gabriel, qui lui est un surfeur et qui est l'ami du fils de Sébastien. Oui. Et donc tous ces êtres vont évoluer autour de lui, aussi avec leurs problématiques, aussi avec leur vie, parce que finalement, quand on rentre dans un chemin initiatique comme ça, on n'y rentre jamais tout seul. On a toujours des gens pour nous accompagner dans une partie nouvelle de notre vie, et qui nous renvoient aussi des problématiques comme eux aussi sont titillés par la présence de Sébastien, qui les ramène aussi à eux-mêmes. Donc c'est une interaction, on parle beaucoup d'humain, et j'y tenais à ça. Alors, il essaye un peu de retrouver goût à la vie. Moi, je trouve quand même qu'il se soigne. Alors, c'est vrai qu'il y a tous ces gens qui le soutiennent, enfin, entre guillemets. Hein. Cette présence, voilà, ces présences sont fortes, lui permettent aussi d'oublier un peu Tess, même s'il vit quotidiennement dans ce bungalow. Mais ce qui est marrant, c'est que, alors, on a l'impression qu'ils sont là pour soutenir Sébastien, mais d'un autre côté, moi je trouvais que Sébastien aussi était une sorte de canne, les aidait à grandir, à ne plus souffrir. J'ai l'impression qu'il y avait... c'est une interaction. C'est vraiment une interaction. Et dans ce lieu-là, ils sont tous nus et ils sont tous dans une forme d'authenticité. À un moment, Jean-Jacques dit, ou je crois que c'est Seb qui dit, quand Jean-Jacques et Seb se baladent le long de l'océan, comme ça, il y a cette promenade, et il dit, mais finalement, quand on est nu, on devient transparent, et on parle de ses bobos intimes comme on retirait un poil superflu. Finalement, chacun se présente dans sa vraie nudité. La nudité du corps implique une nudité de l'âme et de se présenter à l'autre tel qu'on est vraiment, avec ses souffrances, avec ses failles, et donc ça donne des relations extrêmement riches. S'ils ne portent rien sur le dos ou d'ostentatoire, s'ils ne sont qu'eux-mêmes dans leur pauvre corps d'humain, eh bien ça laisse de la place à leur intériorité. Alors, intériorité, justement, Seb a l'impression qu'il aura cette seconde vie. On a l'impression qu'il redevient un peu adolescent en craquant pour Mona, cette professeure de yoga. Oui. Mais Mona, non, reste toujours un peu distante. Mona, c'est sa première rencontre. En fait, il se baigne, il manque de se noyer avec le courant de l'océan, parce que je tenais vraiment à ce que dans ce livre, il y ait aussi la présence très forte de l'océan, des dunes, du sable, du soleil, de toutes ces sensations qu'on a voilà, quand on est livré à la nature, à une aussi belle nature que celle-là, puisqu'en fait le livre se passe dans le sud-ouest, sous Bordeaux, en fait sur le rive de l'océan Atlantique, là où il y a les rouleaux très très puissants. Et en fait, il s'autorise donc ce bain, et puis il se promène le long de la plage, et lui qui est évidemment complètement flippé avec la nudité autour de lui, il voit une femme courir devant lui. Une femme longue, belle, fine, qui le ramène en fait au cinéaste qu'il est. Et dans son œil de cinéaste n'est pas aussi censeur que son esprit. Et il voit cette femme qui court de dos, de façon très sportive, très belle, et son œil de cinéaste se met en marche, parce qu'il est sans jugement, l'œil artistique. Il regarde ce qui est beau, ce qui ne l'est pas, Et petit à petit, il va retrouver cette femme de dos, il va se rendre compte que c'est la fameuse Mona qui fait partie de ce groupe, qui enseigne le yoga. Tous les naturistes ne font pas de yoga. Il se trouve que ce groupe-là essaye de se faire du bien, donc de manger bien, de faire du sport ensemble. Et Mona est une femme étrange, est une jeune femme étrange, mystérieuse et attirante. Sébastien est un homme brisé. Sexuellement, il est cassé. En plus, tous ses corps nus sont tout sauf un activitaire de libido pour lui. Et cette femme, dans son mystère, va réveiller quelque chose de l'ordre de l'attirance, ce qui va l'aider à s'éloigner de Tess, sa femme, qui petit à petit, Mona va prendre de plus en plus de place dans son imaginaire. Oui, seulement. Seulement parce que, voilà. Elle ne se laisse pas apprivoiser, Mona. Non, c'est aussi que quelqu'un qui vous plaît, que vous regardez passer, n'est pas forcément consommable. Seb apprend à regarder, à observer, à se poser,
à regarder quelqu'un de plaisant passer, à peut-être la désirer, mais sans passer par une hyperconsommation de tout. Là, on est dans la pureté des sentiments, des relations, une finesse de pensée, parce qu'on est à soi. Il est à soi, il n'a plus rien à faire. Il est tout nu. Là, plus de timing de fou, de pub, de machin, plus rien. Le soleil, la mer, l'océan, les rouleaux, la nudité. Paf. Était-ce difficile d'écrire dans le corps d'un homme, puisque Sébastien, vous prenez la plume, vous prenez la peau de Sébastien? J'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que c'est une liberté. On est évidemment toujours curieux du fonctionnement psychologique de l'autre sexe. Et j'avais envie vraiment de faire un livre qui m'éloigne de moi. Pas de livre sur la danse, pas de livre sur le métissage. J'avais envie d'un livre, vraiment de rentrer dans une vraie fiction. Et je me suis rendu compte qu'en me mettant dans la peau de Seb, j'étais beaucoup plus proche de moi, au contraire. Ouais. Et puis de penser comme un homme, d'essayer d'imaginer comme un homme voit les choses, c'était très plaisant pour moi de le faire. Ouais, c'était un jeu, une liberté amusante. Ça m'a beaucoup plu. Ouais. Et la thématique du divorce, justement, c'est quelque chose que vous avez traversé ou Bien vous avez... sûr. Oui. Mais la thématique du divorce, c'est un écroulement. Ce que je voulais, c'est que Sébastien parte d'un écroulement et qu'il arrive en morceaux. Pour qu'il trouve dans ce corps maçon une clinique du corps, de l'âme et du corps, et qu'on y arrive comme dans une salle d'opération, dans son plus simple appareil. Nu. On reprend tout à zéro, on se met en état alpha. Donc, je voulais qu'il y ait un écroulement professionnel. Lui qui faisait des pubs, il en est à faire des pubs de produits d'entretien, il galère. Tout ce qui a été n'est plus. Donc il est à la fin d'un cycle. Et souvent, à la fin d'un cycle, avant qu'un autre démarre, on le voit dans notre société, oui. Il y a un moment d'obscurantisme, d'obscurité, d'involution au lieu de l'évolution qui est puissant. Il est là-dedans. Il est là-dedans. Très bien. Merci beaucoup pour cette première partie. Marie-Do, nous allons passer à la deuxième partie, carte sur table. Alors, c'est fluide, c'est parfait, Marie-Do. Pour les dunes sauvages, là, nous allons passer à la première photo. Alors, cette première photo, c'est deux danseurs. Et pourquoi j'ai pris cette photo? Tout simplement parce que vous êtes une ex-danseuse du groupe américain, de la compagnie américaine Alvin Pas Ailey. Seulement, mais j'ai dansé dans cette compagnie, oui. Du temps d'Alvin, quand Alvin était vivant, oui. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce parcours exceptionnel, est-ce que vous dites... Est-ce que ça vous a bien servi dans votre manière, par exemple, d'écrire, d'aborder l'écriture de vos livres? Est-ce que cette dureté, enfin cette façon, cette rigueur vous a peut-être permis de voir autrement la vie, de vous laisser aller avec... L'école de la danse, c'est une école d'opiniâtreté, de travail, et de faire paraître tout ça très léger, très gracieux. On apprend très vite à être double quand on danse. Et sur scène, on ne peut pas souffrir du dos en grimaçant de douleur pour le public. Donc oui, la danse, c'est aussi une discipline. C'est ce qui me permet d'écrire de manière tous les jours. J'écris comme j'allais à la barre. J'ai besoin de ce travail. Je suis une laborieuse. Je ne suis pas quelqu'un... J'ai besoin de me remettre à la barre. Je reste une danseuse dans mon mental, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien sûr, c'est difficile. Je découvre le monde. C'est mon 4e bouquin. Je suis en ce moment dans l'écriture du 5e. C'est un autre art à façonner. J'ai l'impression dans l'écriture, comme dans la danse, d'être un artisan qui pas après pas... évolue un petit peu dans son art chaque jour. Et construit sa chorégraphie. Oui, et quand j'écris, j'écoute la musique, si cette musique me plaît, si... je ne suis pas quelqu'un qui... je ne suis pas une intellectuelle, je n'ai pas fait d'études littéraires, j'ai dansé dans beaucoup de compagnies de ballet, mais les danseurs ont une vraie intelligence. C'est l'intelligence du corps, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est un autre monde, la danse. Et je viens de ce monde-là, et je resterai de ce monde-là. Mais je suis maintenant auteur, au bout de 4 livres, et j'adore écrire. C'est compliqué, et puis il faut... Voilà, les sujets sont... Je sais que ce livre est pour moi un envol vers la fiction. J'ai tout dit et tout donné sur Fait danser la poussière. Il y a eu un film qui a merveilleusement marché. Justement, voilà. Fait danser la poussière, c'est la deuxième image. C'est cet extrait, j'espère qu'on peut passer cet extrait où on voit cette jeune fille, c'est vous. Vous parlez de votre enfance, de ce métissage. Vous n'avez pas connu votre père qui est d'origine sénégalaise. Non, et pas voilà. sénégalais, il est guinéen, Peul, et ma mère est russe.
et française, bretonne. Ouais. Voilà. Et donc voilà, il y a cette deuxième photo ou cet extrait, j'espère qu'ils y ont pensé. Donc là, comment l'avez-vous reçu justement? Parce que Fait danser la poussière, ce premier livre que vous avez écrit, a reçu le prix du public, le prix spécial du jury au Festival de l'audiovisuel, à Luchon en février 2010, le prix CNC, diversité pardon, au Festival de La Rochelle en 2011. Le fait de recevoir des prix, de voir son œuvre adaptée à la télévision, qu'est-ce qu'on ressent? C'est le Alors, c'est premier, bien hein. que vous me posez cette question avec le recul, parce que quand j'étais très proche, c'était très violent pour moi. C'était difficile et violent, parce que j'étais sûrement très tendue, moi aussi, dans cette... mais en même temps, j'ai adoré le réalisateur, Christian Faure. On s'est bien entendus tous les deux. Et puis j'ai eu la chance, finalement, même les producteurs avec qui j'ai eu... C'était un peu tendu, mais ils m'ont offert un vrai cadeau. J'ai quand même pu faire toute la chorégraphie du film, coécrire le scénario. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était une vraie chance. C'était étrange quand même de voir sa vie comme ça. Et puis, dans ma famille, ça a posé quelques problèmes. Mais moi, je suis habituée à être un peu subversive et à dire ce qu'il ne faudrait pas dire. Et en tout cas, ça m'a bien réconciliée avec cette partie de moi. J'ai reçu aussi beaucoup de courriers de gens qui étaient en difficulté d'identité. Et quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, je me dis qu'il y a du travail à faire. Je me dis qu'il y a du travail à faire. Fait danser la poussière, ouais, c'est un vrai truc. Ça reste encore un peu... Waouh, c'était compliqué pour moi. C'était compliqué, je savais pas que ça allait me livrer à ce point, me faire du mal à ce point, que ça marche à ce point. Mais vous dites faire du mal, c'est-à-dire... Parce que ma mère est morte et est morte très jeune et j'ai vu des images. À chaque fois que je voyais ce film, j'étais en larmes, ça me refragilisait. Et puis aussi parce que je l'ai fait dans la difficulté et dans la tension avec les producteurs. C'était un de leurs premiers films. Et puis c'était compliqué. Et pour eux aussi, c'était compliqué sûrement de faire ça avec moi qui était si épidermique. Je suis pas quelqu'un de demi-mesure. Pour moi, là, je me va bien parce que ça me calme un peu. Je suis un peu russe dans ma manière africaine sur d'autres choses, bretonne sur le côté têtu. Non, mais c'est une merveilleuse aventure. Puis là, je suis en train d'écrire avec ma fille. On est en train d'écrire l'adaptation de Dancing Rose, qui était la suite. On est en train de faire ça avec ma fille, d'écrire quelque chose là, sur la suite de tout ça. Donc une écriture à quatre mains avec ouais. Ma fille qui est comédienne, qui est chanteuse et comédienne, et je trouve qu'il y a une vision, et c'est un grand plaisir de mère aussi de travailler. Donc là, je suis en préparation de quelque chose. D'accord. Après... Et bien surtout, ne m'oubliez pas pour cette œuvre écrite à quatre mains. Et puis nous allons passer tout de suite à la partie coup de cœur. Alors pour ce coup de cœur, Marido, vous m'avez apporté un livre de Christophe Onodibio, oui, qui est justement l'animateur de l'émission de Michel Field, Au fil de la nuit. Oui. Vous la regardez? J'y suis allée pour présenter Dancing Rose. Oui. Ça fait 2 ans. C'est vrai que je l'ai pas regardé depuis qu'il est chroniqueur. Là, non, oui. Non. Non, moi je suis tombée sur ce livre complètement par hasard. Il est sorti depuis déjà un temps. Oui, 2013, si je me souviens. Oui. Je suis tombée, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines. Ça s'appelle Plongée. C'est un livre magnifique. Magnifique. C'est l'histoire d'un... Je ne saurais pas tellement bien le pitcher, mais en tout cas, ce que moi j'ai gardé de ce livre. C'est un homme qui raconte à son fils l'histoire d'amour avec sa mère, qu'on a retrouvée morte sur une plage d'Arabie et qui a disparu mystérieusement. Et c'est un amour très puissant et très conflictuel entre cet homme qui est un journaliste, qui a beaucoup voyagé, qui a couvert beaucoup de guerres, qui a envie de se poser et de rester maintenant dans sa vieille Europe. Et sa femme Paz, qui est une artiste brûlée, absolue, qui est une photographe, qui photographie les plages, mais pas pour la beauté des plages, pour montrer des choses qu'elle seule, en tout cas, comprend, et qui, elle, rêve de partir. Donc, il y a ce couple qui ne sont pas tout à fait au même rythme, et on traverse
cet amour conflictuel, compliqué entre deux personnes qui quelque part se sont réalisées. L'un s'installerait bien dans cette réalisation pour construire et l'autre ne peut pas construire. Et elle a finalement un rapport fou dans cette région où elle va mourir. Et en fait, elle est amoureuse d'un requin qui vit dans ses eaux. Et elle va finir, en fait, elle laisse mari et enfant pour aller vers sa quête. Et j'aime beaucoup le personnage de Paz parce que c'est un personnage un peu pas féminin correct, c'est-à-dire qu'elle lâche homme et enfant pour vivre son absolu. Oui. C'est vraiment magnifiquement écrit. En plus, on va dans des tas d'endroits écrasés de soleil, la mer, là, on va à Venise, on est en Espagne, aux Asturies. Il écrit merveilleusement bien, avec beaucoup de finesse. On voit la sensibilité masculine, cet amour fou, presque mortel. Et puis cet homme qui, tout au long du livre, raconte ça à son petit Hector, lui raconte sa maman. Et c'est à lui qu'il s'adresse. Donc c'est comme si l'enfant était là dès la rencontre avec les parents. Et c'est assez beau et assez puissant. Merci beaucoup, Marie-Do. Vous avez donné envie justement de découvrir donc votre coup de cœur Plongée de Christophe Onodibio. Ouais. Merci beaucoup. Alors vous, votre dernier roman, Les Dunes sauvages aux éditions Plomb. Merci beaucoup. Patricia. Merci. Quant à nous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Au revoir et à bientôt.